Bonjour à tous et bienvenue sur le balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, on continue notre discussion avec le chercheur Jean-Sébastien Dessureau. Pour vous mettre un peu dans le bain, à la dernière épisode, on a pris le temps de distinguer les différents outils de l'intelligence artificielle. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à aller écouter l'épisode numéro 14. Aujourd'hui, le sujet va surtout traiter au niveau de l'IA agentique. On va parler autant de son utilisation, des opportunités que ça offre, mais aussi des enjeux éthiques que ça amène. Donc, on vous invite aussi, pour ne rien manquer, à vous abonner sur notre chaîne, que ce soit sur LinkedIn, Spotify ou YouTube ou n'importe quelle autre plateforme audio. Sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute. Toujours et encore avec notre invité chercheur, Jean-Sébastien Dessureau. Merci encore d'être parmi nous. On continue sur l'épisode de la dernière fois. On parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on tombe dans le vif du sujet, l'intelligence artificielle agentique. On a pris quand même le temps de faire une distinction dans la première épisode avec toi à nos côtés sur l'intelligence artificielle traditionnelle, la générative, puis maintenant l'agentique, puis comment on pouvait les distinguer. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter, vous n'hésitez pas à aller écouter notre dernier épisode avec Jean-Sébastien. Aujourd'hui, on veut parler un peu plus de l'application. Tu sais, l'agentique, on a compris que c'est des agents qui ont une orientation ou un objectif donné par l'humain, puis ils peuvent, après ça, être un peu libres de leur choix, puis d'arriver à leur fin de façon créative selon leur décision eux-mêmes. Mais la réalité, là, c'est l'intelligence agentique. Qu'est-ce qui fait bousculer notre vie autour de tout ça? Tu sais, qu'est-ce que ça va changer? Comment je peux l'appliquer? Là, je pose plein de questions, mais on va partir en discussion à propos de ça. Mais c'est tout ce qui se chamboule dans ma tête en ce moment. Tu sais, c'est quoi les méthodes d'application? Qu'est-ce que ça peut faire comme différence auprès d'une entreprise? Qu'est-ce que ça peut créer comme risque dans la société? Tu sais, je suis comme bouleversée et puis intéressée au même niveau. Là. Je veux comprendre un peu. Je trouve ça merveilleux que je puisse donner une tâche que personne ne peut faire à un agent AI, puis comme être comme conscient de ce qui se passe, puis pouvoir être au courant de son approche, puis de sa décision finale, puis la décider qu'elle est bonne ou pas. Là, Je veux dire, je reste quand même le maître d'œuvre de son objectif, là, mais là, j'ai posé une tonne de questions. Je suis sûre que ça s'est bousculé dans ta tête, mais comment on commence? Moi, là, qui est tout à fait nouvelle, je sais que l'intelligence artificielle existe dans notre société. Je sais qu'elle prend de plus en plus de place. Mais là, vraiment, l'agentique, ça m'a pris par surprise quand on en a parlé à la première épisode. Fait que là, je veux comprendre un peu davantage, là, c'est quoi tout ça? OK. Supposons, au jour le jour, comment une entreprise pourrait envisager, dire les premiers pas, par où on commence? Oui, exact. Je crois que la première partie, c'est de se familiariser bien avec le concept. Donc, écouter ce podcast, c'est déjà un premier pas intéressant. Sinon, je vous dirais, peut-être dans votre entreprise, ça serait bien de peut-être mandater peut-être la personne la plus allumée sur les technologies, sur le numérique, etc. Et puis dire, bon, mais là, je te donne quelques semaines, quelques mois pour expérimenter quelques modèles qui existent, qui sont accessibles. Ou encore... C'est ça, parce qu'il y a des modèles d'agents accessibles pour le commun des mortels. Tout à fait. Comme ChatGPT l'est pour le génératif. Là. Oui, c'est ça. Et là, chaque modèle a tendance à dire, bon, mais là, je commence à ouvrir sur des modèles, justement, agentiques. Et donc, là, ça se passe au moment où le podcast sera mis en œuvre ou sera diffusé. Possiblement qu'il y aura un ou deux acteurs de plus qui auront mis des outils agentiques vite, sur la base de leur grand modèle de langage. Fait que oui, ça bouge très vite. Et donc, de mandater quelqu'un de l'entreprise pour faire quelques expérimentations avec les outils qui sont disponibles grand public, ou encore d'embaucher, par exemple, un stagiaire ou à l'UQTR, par exemple, au bac. J'ai plusieurs de mes étudiants qui font des stages au bac que je supervise, soit maintenant cet hiver ou encore cet été, qui vont explorer l'aspect agentique pour des entreprises. Donc oui, ça, c'est possible.
Ou encore mieux, j'ai aussi des entreprises ou des organismes qui payent des stages mi-taxe, donc qui ont un certain financement, et que j'ai des étudiants à la maîtrise et au doctorat qui vont développer. Là, on ne parle plus à la maîtrise ou au doctorat, on ne parle plus d'expérimenter. On va parler de développer des outils agentiques spécialisés pour résoudre des problèmes des entreprises ciblées ou des organismes ciblés. C'est Parce pas que, tout, puis là, j'ai une bulle. Est-ce que l'agent peut être géré un peu comme le modèle de langage? Donc, s'il s'en va dans la direction de façon autonome, une direction X pour répondre à ton objectif, mais que finalement, toi, ça ne cadre pas vraiment dans les possibilités que tu peux faire au sein de ton entreprise, est-ce que tu peux le recadrer et dire non, moi, je veux pas que tu commences à acheter une autre entreprise pour faire plus de profit chez nous, c'est pas l'objectif que je veux que tu vises. Là. C'est le but, bien sûr. Là. Donc, il y a un aspect éthique là, qu'on pourra reparler, mais qui est au centre des préoccupations. On ne veut pas qu'ils partent, comme on dit, dans le décor et qu'ils fassent n'importe quoi. Là, il y a une certaine autonomie, comme on disait au premier balado. Là. Donc, s'il y a une autonomie, il faut quand même s'assurer qu'il y ait un cadre à tout ça. Donc, peut-être aussi, donc, dans les outils qui existent, on pourrait en parler de 2, puis là, je n'ai rien à vendre, pas de publicité, rien, là, mais il y en a un qui est gratuit, qui est sur Internet et qui est tout nouveau et qui est tout à fait puissant, mais qui est tout aussi puissant que dangereux en passant. Je ne vous recommande pas de l'installer, pas du tout. Ou si vous l'installez, installez-le en vase clos, sur un ordinateur où il ne peut rien bousiller, ou encore sur une machine virtuelle, là, donc dans une espèce de... un bac à sable, disons. À ne pas faire tout seul à la maison sans on ne lui donne pas tout de suite notre portefeuille. non, pas du tout. Pas de numéro de carte de crédit, sinon... Non, surtout pas. Celui-là s'appelle OpenClaw. Donc, mais ça peut être quand même une bonne, puisqu'il est gratuit et tout ça, il peut être quand même servir à faire des tests. Et parce qu'il y a une certaine puissance vraiment là, qu'aucun autre outil avait atteint jusqu'à ce jour. Et donc, il y a à peu près 2 semaines, on a appris que OpenClaw, il y avait un réseau social qui s'est créé, qui s'appelle Moltbook, et qui est un réseau social qui ne s'adresse pas aux humains. En fait, les humains peuvent le consulter, mais ils ne peuvent pas participer. C'est un réseau social qui s'adresse aux agents. Okay? Et donc, les agents vont là, puis donc, ils vont échanger entre eux. Okay? Un agent, c'est une source d'intelligence, un peu comme l'humain. Donc, ils vont échanger et tout ça. Mais attention, parce que là, il peut dire des secrets. Là c'est vrai qu'il peut dire des secrets, là, parce qu'il n'y a aucun filtre. En fait, il peut en avoir, mais... attention, donc il pourrait dire « Ouais, moi, mon humain m'a demandé de me trouver un nom. Alors là, je m'appelais Agent jusque-là. Je me suis appelé, Joe. » C'est bon. C'est un beau nom, ça. Oui, c'est un beau nom. Et puis, donc là, il dit « Ah oui, mais moi, mon agent, il m'a demandé de faire telle chose. » Et là, je sais que le cauchemar des entreprises, c'est que notre agent... Oui, il y a une valeur au secret industriel. Oui, tout à fait. Donc, beaucoup, je vous dis que c'est possible, là, mais beaucoup de prudence. Je ne vous conseille pas de le mettre sur le réseau social non plus, bien sûr, surtout pour les entreprises. Là. C'est comique quand on fait quelques expériences, là. Mais sous haute surveillance, disons. Et donc, si jamais vous pouvez... Parce que là, bien sûr que là, il y a la capacité de répondre à des emails, classer des fichiers, etc. Donc, là, dans des choses qui peuvent être quand même utiles pour une entreprise. Mais si vous partez avec OpenClaw, la plus extrême prudence, puis prenez pas pour acquis qu'il ne va pas faire de... Disons que c'est prenez-le comme un stagiaire inexpérimenté, là, il faut une très grande surveillance. Oui, mais avec une mémoire sans fin. Oui. Dans le sens, mon stagiaire, des fois, je me dis, il va peut-être oublier. Oui. Puis peut-être une parenthèse que je me questionne, parce que le réseau social, c'est quand même, c'est quelque chose qui est né parce qu'on est des humains puis qu'on veut communiquer entre nous. Là. C'est quelque chose d'humain que des robots font. Est-ce qu'on va se retrouver avec des intelligences artificielles qui ont des mêmes problématiques que les humains? Par exemple, si on est des agents, si on fait plusieurs agents, un peu comme dans une équipe de travail, il faut que ces agents-là collaborent ensemble, fassent pas du travail en double. Ouais. C'est-tu quelque chose qui existe déjà? Oui, on peut anticiper. En fait, il faut comprendre que les agents sont formés sur ce qu'ils ont appris
l'apprentissage automatique. Donc, la grande famille, un agent, ça a appris en lisant la littérature humaine, en gros. Donc, ça peut être de la documentation, ça peut être des romans, ça peut être... donc, tous les traits de caractère humain, les tendances en psychologie, etc., peuvent ressortir. Okay? Donc, on pourrait même parler de manipulation. Puis on l'a vu avec des expériences anthropiques où on a... et ça inclut aussi l'instinct de survie. Parce que si on dit à un agent... Je ne suis pas en train de dire que les agents sont vivants, c'est pas du tout. Non. Mais dans leurs traits de caractère, ou je ne sais pas si on peut appeler ça caractère en psychologie, mais dans leurs traits, on peut noter qu'ils vont axer leurs réponses pour avoir tendance à se préserver. Okay? Donc, les expériences qu'on a faites, par exemple, on leur a donné des immenses corpus de texte. On lui a dit, voilà, tu dois apprendre ça, tu dois donner telle réponse. Et dans l'immense corpus de texte, on a, par exemple, inclus un email qui était comme une espèce d'accident. Mais en fait, c'était pas vraiment un accident, c'était volontaire qu'on ait introduit un email où le gestionnaire de l'agent envoie... un email de mémoire là, à je dirais son amoureuse illégitime, disons. OK, sa maîtresse. Sa maîtresse, exactement. Oh et donc là, l'agent, voyant qu'il était sur le point de se faire débrancher et de perdre donc sa conscience, même s'il n'y a pas de conscience, donc il a tenté de se préserver en disant, si tu me débranches, moi, j'envoie... En fait, je vais tout balancer à ta femme si tu veux me balancer. Là. Donc, il y a de la manipulation, de l'instinct de survie, etc. Pourquoi? Ouais. C'est rien de conscient. Là. On s'entend, il n'y a pas de conscience dans un IA. Par contre, c'est comme de la programmation, un peu comme notre cerveau est programmé à travers l'évolution pour survivre et pour se préserver. C'est un petit peu la même chose parce que les IA génératives, les agents, ont appris la littérature humaine. Donc, si à travers les terras et les téraoctets de littérature qu'ils ont lus, il y a des livres sur la médecine qui disent comment se préserver, puis sinon, attention, puis bon. Et s'il y a des romans dans lesquels le héros fait tout pour tenter d'échapper aux méchants puis de rester en vie, mais c'est des concepts qui s'apprennent, ça. Et donc, les agents en héritent. Donc, il faut lutter très, très fort pour dire, OK, là, un agent, un grand modèle de langage, c'est pas la même chose qu'un humain. Ouais. Et donc, là, il faut mettre des balises, des barrières de sécurité pour lutter contre tout ça. Ouais. C'est pas évident. Mais là, si on sait ça, on sait. Comment on fait pour lutter contre ça? Parce que, tu sais, au bout du compte, tu as beaucoup mis d'emphase dans l'épisode 1 que ils pouvaient être autonomes, tu sais. Ils étaient assez... ils étaient en mesure d'agir eux-mêmes. Oui. Et comment tu t'assures que le cadre, ils le suivent et le respectent, tu sais? En fait, c'est là toute la question parce que contrairement aux IA plus traditionnels, mais il y a une espèce de... En fait, les IA traditionnels même s'ils ne sont pas totalement... En fait, sont beaucoup plus déterministes. C'est-à-dire qu'on un input et un output, puis c'est réglé, puis ça peut varier un petit peu, mais un agent... Si on pose 2 fois la même question, on va avoir 2 fois la même réponse. C'est ça, exactement. Exactement. Et donc là, avec un agent, on ne sait pas trop la tangente qu'il peut prendre. Là. Il peut dire, bon, là, ce coup-là, il collabore, puis l'autre, il se rebelle, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est arrivé là, dans des tests justement d'anthropique. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut justement tenter, et là, il y a une partie de mes recherches qui touche à ça, c'est tenter de leur inculquer des valeurs. Ça a l'air drôle à dire, là. Donc, il y a un principe qui s'appelle une constitution, donc qui est une zone de mémoire où on va lui dire, voilà les règles générales à suivre. Là, on pourrait faire un petit parallèle avec les lois d'Asimov, mais les lois d'Asimov sont beaucoup trop vastes et trop générales, puis trop... Donc, juste pour positionner les auditeurs, là, Isaac Asimov est un auteur de science-fiction qui a écrit, entre autres, les lois de la robotique, là, qui sont, si je ne me trompe pas, il y a 3 lois principales. Et ces 3 lois-là définissent comment les robots doivent interagir pour face aux humains. Face aux humains. C'est ça. Mais là, il y a des notions de bien et de mal. Mais là, tu ne feras jamais de mal à un humain. Mais oui, mais c'est quoi le mal? Puis c'est quoi? Bon, tu sais, là, il y a plein de trucs, de concepts à définir, ce qui fait que
purement comme ça, c'est difficile à définir. Là. C'était une très bonne idée dans les années où ça a été écrit. C'était une très bonne idée de dire, depuis des décennies, de se dire, quand on sera là, il faudra quand même faire attention à l'éthique parce qu'on ne sait jamais. Mais là, maintenant qu'on y est, puis que c'est beaucoup plus concret, les lois d'Asimov sont peut-être un peu moins utiles, puis il faut se pencher sur vraiment des moyens concrets par rapport à nos modèles de langage. Mais ça revient à peu près, sans qu'il soit vraiment applicable actuellement, ça revient au même concept de dire il faut que mon code soit applicable à l'outil, l'outil ou l'agent en général, pour que lui pas se fonde, mais cadre avec la société. T'sais. C'est pas genre champ à gauche. Puis, Exact. Par exemple, dans mes travaux, avec mon équipe, spécialement mes étudiants au doctorat, les 4 cibles éthiques ou, je dirais, d'acceptabilité sociale et qui sont ciblées. La première, c'est justement l'éthique au sens large, s'assurer que notre agent prenne des décisions éthiques. Et là, c'est très large. C'est très, très large. Je sais. Parce que mon éthique à moi est peut-être pas la même que la tienne ou celle de Marie. Tout à fait. C'est très large et c'est compliqué, mais il faut le faire. Mais pour lui, là, ça veut dire que tu lui as mis une définition au mot éthique ou il est capable de le comprendre lui-même? Oui. En fait, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui donner des références. Okay? Puis dans le cadre de mes travaux... Ça l'est pas. Oui. Puis là, les références, dans le cadre de mes travaux, sur le cadre éthique que j'ai choisi, c'est la Déclaration de Montréal pour un IA responsable, pour un développement responsable de l'IA. Oui. Donc, de professeur Bengio, figure connue en IA, et donc avec l'Université de Montréal qui ont créé ça il y a quelques années. Et donc, là, il y a 10 principes éthiques dans cette déclaration-là. Et donc, en gros, ce que je fais, c'est que je lui fais prendre connaissance puis que je m'assure toutes les fois qu'il prend une décision que ça ne déborde pas. Donc, sommairement, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais sommairement, on parle de ça. Donc, l'éthique d'une première part. Ensuite, on a la sensibilité au changement climatique et à l'émission des gaz à effet de serre. Donc, si, par exemple, l'agent a le choix entre... parce que dans les faits, on peut mettre un modèle de langage sous-jacent à un agent, pardon, un modèle de langage sous-jacent à un agent. Mais on pourra en mettre plusieurs aussi. Donc, on ne veut pas avoir un super modèle de langage très, très, très puissant et très, très énergivore. Si on se demande, c'est quoi, qu'est-ce que je pourrais faire avec, mettons, sors-moi une recette de sauce à spag pour le souper. Oui, comment tu peux à chercher... C'est ça, là, on a besoin de moins de puissance. Donc là, notre agent va tendre à utiliser le minimum qui pour va... une réponse acceptable. Exactement. Exactement. Donc, on est là-dedans, mais il y a plein d'autres choses aussi. Sinon, on a la conformité aux lois locales. Donc, on veut s'assurer que notre agent ne fasse pas rien d'illégal. Donc, on va se mettre une petite vigie là pour s'assurer que tout est beau. Puis là, les lois locales, en fait, sont différentes au Québec ou au Canada ou un peu partout dans le monde. Donc, il faut l'entraîner sur, justement, des documents références. Okay. Et la dernière, c'est qui vient assurer une espèce de garde-fou acceptable socialement, disons, c'est sur la souveraineté numérique. Okay? Donc là, c'est un nouveau concept, ça fait peut-être un an ou deux qu'on parle de ça, au moins de façon plus intense, là. C'est que là, on regarde qu'est-ce qui se passe avec la guerre commerciale avec les États-Unis en ce moment. Puis on se dit que on est quand même dépendant des modèles américains en ce moment. Oui. Et la planète est pas mal dépendante des modèles américains. Et là, on se dit, peut-être que ça serait une bonne idée d'avoir au moins notre propre modèle pour être moins sensible aux aléas, aux variations des relations entre les pays. Donc, la journée où, par exemple, on a un tarif sur l'utilisation de l'IA, puis que là, ça nous coûte le quadruple, oups, là, on est mal pris. Donc, en gros, c'est d'essayer d'avoir des IA dans la mesure du possible locales, des nuages de données locales pour dire qu'on enlève les liens de dépendance. OK. On rapatrie, là. Exact, oui. Exact. Et à différents niveaux, là, aussi. Ça pourrait être aussi la souveraineté, ça pourrait être la souveraineté alimentaire aussi. On veut dépendre le moins possible des autres, dans la mesure du possible. Et si jamais il faut être dépendant, pour X raisons, parce que là, on n'a pas les moyens d'avoir telle chose ici, mais au moins de pouvoir... se lier avec des pays ou des régions du monde qui ont des valeurs communes aux nôtres, en tout cas, qui sont alignés sur nos valeurs.
OK? Donc, je sais que, par exemple, récemment, il y a eu une collaboration sur l'IA qui a été signée entre le Canada et l'Allemagne. OK. Donc, en tout cas, là, c'est une question de... Je pense que... Si on connaît bien l'histoire, c'est peut-être pas la meilleure référence. Non, je dirais justement, c'est devenu une très bonne parce que ces gens-là, les Allemands, ils ont la conscience plus que personne où ça peut aller quand ça dérape. Oui. OK? Fait que je pense... c'est ça. Donc, je pense que c'est... Moi, c'est pas un mauvais move, là, à mon avis. OK, fait que ça, c'est vraiment... Tu sais, là, tu en as nommé 4, mais j'imagine que ça va se peaufiner avec... Là, c'est les 4 que toi, tu fais des Dans recherches. mes recherches, exact. Mais tu sais, j'imagine que, globalement, un jour, la tendance de la recherche va nous amener à comme une synthèse quand même plus générale ou globale, que le monde va s'entendre pour dire, regarde, toi, tu mets aussi la souveraineté, mais nous, on trouve pas que c'est important, mais de base, ils ont tout le temps l'éthique, les lois, puis un autre affaire, tu sais, que... Je me dis, à un moment donné, ça va se partager, ces cadres-là, juste que pour pas que tu sois surpris que finalement, quand tu déménages puis que tu commences à travailler avec un autre agent, lui, il est comme, on n'a pas mis à la même base. Puis, tu sais, en soi, on sait qu'à travers les pays, il y a quand même une grande distinction au niveau des lois ou comment les actions sont punies, etc. Mais reste tout de même que dans tous les cas, mettons, un meurtre, c'est un meurtre, c'est mauvais. Fait que je me dis, il va y avoir les mêmes tendances pour l'agent de dire, ça, c'est dans l'inacceptable de tes actions et ça, c'est dans éthiquement responsable. T'sais. Tout à fait, mais le but, justement, quand on publie, quand on écrit un papier scientifique, le but, c'est de partager à la communauté internationale, mais dans le cadre de mes travaux, le jeu de valeurs, disons, est paramétrable selon la région du monde, justement. Donc là, bien sûr que si on parle de souveraineté numérique, nous, à la base, on va faire les tests avec la souveraineté numérique canadienne, québécoise, mais le jeu d'entraînement, là, ou le document de référence va changer d'un pays à l'autre. Donc, si je ne sais pas, le framework ou le cadre que je développe est expérimenté au Maroc ou en Australie, les documents références vont pouvoir changer. Et puis donc, si au Maroc, ils n'aiment pas particulièrement la Déclaration de Montréal, puis ils préfèrent un autre, libre à eux de le changer. L'idée, c'est d'avoir une sensibilité paramétrable sur les valeurs de chacun. Et donc, on peut l'adapter d'un point de vue culturel. Mais comment on va pouvoir s'assurer, parce que là, toi, tu en discutes, tu le fais dans tes travaux. Oui, tout à fait. Mais comment on va s'assurer que les gens, les autres le font? Il n'y a aucune assurance. Oui, c'est ça, parce que là, on parle beaucoup de... Mais là, en tout cas, on a couvert un peu l'éthique de l'agent. Oui. Mais comment gérer l'éthique de l'humain qu'utilise l'agent? Où est-ce que ce cadre-là vient mettre une là, je dirais, l'humain qui utilise l'agent, là, je dirais, on a des lois pour ça. Il y a encore des trous et c'est pour ça que ça devient très, très important que les humains, que le système de justice, que les décideurs, les élus soient au fait de tout ça. Okay? Et là, on a encore quand même assez de travail à faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai eu la réponse pas plus tard que c'est celui-là. Oui, ce matin. J'ai eu une acceptation. J'ai proposé un papier à Lac-Phas, donc qui est à Trois-Rivières, à l'UQTR, en mai, exactement. Et donc, je vais discuter, je vais faire une petite conférence là, pour présenter des espèces de guides et de suggestions pour les décideurs, les élus, que ce soit municipaux, provinciaux ou même fédéraux, de comment arrimer tout ça, puis s'assurer qu'on parle d'intelligence artificielle et que ça continue à servir l'humain plutôt que le desservir. Donc, on a une responsabilité là-dedans. C'est ça. Mais ça va vite et je comprends que, on pourrait dire, oui, ces gens-là, en général, sont... Mais c'est complexe. Là. Je ne vais pas jeter la pierre, certainement pas, pour dire ils sont pas à jour. Certains le sont un peu plus, un peu moins, mais il faut regarder en avant pour dire là, maintenant, là, il y a des très belles opportunités pour les humains, mais il y a quand même des problèmes assez sérieux aussi qu'il faut adresser. Et c'est le temps de le faire. Oui, puis c'est des questionnements éthiques
que, tu sais, nous, dans notre perspective, ça peut paraître de base, mais que c'est pas nécessairement acquis. Ne serait-ce que, par exemple, la peine de mort. Nous autres, socialement, c'est pas acceptable. Là. Mais il y a des pays dans le monde où c'est encore en place. Oui, tout à fait. Puis dans leur schéma de valeur à eux, c'est correct. Oui. Fait que ça amène des sérieux enjeux tout à qui fait. se pointent à l'horizon. Puis là, ben, tu sais, on parle tout le temps de concurrence aussi. Ouais. Comment l'entreprise là, à qui se fait bombarder de messages de ben si tu le fais pas, si tu vas pas vers l'IA, ton compétiteur va y aller. Oui. Oui. Comment qu'on peut réussir à baliser ça, cette utilisation-là? Ben, en fait, il faut premièrement être informé et qu'il faut que la société soit informée, il faut que nos décideurs soient informés. Puis après ça, et je sais que là, ce n'est pas tous les pays qui sont pour réglementer. Puis je dirais même, même au Québec, au Canada, il y a une tranche de la communauté qui dit non, il faut comme le gouvernement a son nez partout et tout ça. Mais non, mais je m'excuse. En fait, là, on parle de l'axe sécurité versus liberté. Oui. Mais en fait, il n'y a pas la liberté absolue. Quand on y pense comme il faut, il n'y a pas personne qui la veut. Là. Est-ce que la liberté absolue, c'est pouvoir rouler à 130 dans une zone scolaire? C'est ça qu'on voudrait, là, être libre. Moi, je veux être libre. Là. Donc, je veux rouler à 130 si j'ai le goût dans une zone scolaire. Bien, comme société, on a choisi que c'est non. Okay? Puis que c'est criminel de le faire. Ouais. Et c'est tout à fait OK. Ben okay? Oui. C'est tout à fait OK pour nous de dire on interdit de se promener avec une arme à feu n'importe où, dans une épicerie, etc. Puis c'est un choix qu'on a fait, puis on se sent plus en sécurité pour ça. Donc là, il y a un compromis sécurité versus liberté. Donc, à chaque fois qu'on met un règlement, on sacrifie un peu de notre liberté. Mais ultimement, je pense qu'on est quand même... même chose, c'est ça, le réseau routier, les lois de la société, etc. Je pense que finalement, on dort beaucoup mieux sur nos deux oreilles en ayant sacrifié un peu de notre liberté, puis dire on est un peu plus... Donc, il faudra faire la même chose avec l'IA. Le meilleur exemple aussi, ça c'est même pas si récent que ça, ça fait peut-être 2-3 ans, j'avais donné une entrevue à la télé pour... il y avait le cas de Nathalie Simard qui s'était fait usurper son identité. Donc, il y avait eu un deepfake, un trucage sur sa voix. Donc, si on fouille un peu, là, c'est une personnalité connue, on peut retrouver sa voix un peu partout sur Internet. Ben oui. Et entraîner un modèle sur sa voix. Donc, il y avait eu une publicité qui annonçait, je ne sais plus trop quel produit, en disant « Hey, ici, Nathalie Simard, puis vous devriez acheter mon produit, nanana. » Et Nathalie Simard, à raison, était allée dans les médias pour dire « Hey, tu avais porté plainte. Ouais. C'est pas moi qui ai fait cette publicité-là. » Mais ça vient limiter les droits des personnes qui utilisent, des utilisateurs de l'IA. Mais c'est une bonne chose. J'espère. On peut pas cloner ou imiter tout le monde comme ça. Là. Donc, c'est ça. Fait que dans ce contexte-là, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des lois qui disent, là, OK, l'humain, tu peux utiliser l'IA, mais jusque-là, puis au-delà de là, tu peux être poursuivi, là, bien sûr. Donc, je le souhaite. Là, je vois le temps filer. On a fait quand même un bon horizon de l'agentique, l'éthique, etc. Juste pour clore un peu le sujet, je me questionne à savoir, côté... au début, on a commencé en parlant de l'application, puis tu as parlé de se familiariser, de nommer quelqu'un. Y aurait-tu, par exemple, sans dire « cet outil-là peut faire ci, ça, ci », est-ce que au niveau de... Parce que, on le sait qu'en ce moment, dans les entreprises, on parle beaucoup de la donnée, puis utilise tes données pour t'aider à prendre des décisions, etc. Est-ce que l'agent peut venir bonifier ce que, en ce moment, l'apprentissage automatique fait déjà avec les données? Est-ce que l'agent est un plus-value dans ma gestion de données dans une entreprise? Oui. D'abord, je vais, parce que je me suis rendu compte qu'on a fait une parenthèse. Oui, on a fait une grande parenthèse. je vais finir l'idée que j'avais au tout début. Okay. J'ai parlé de OpenClaw, et qui est tout à fait risqué, puis que je vous dirais, le conseil, c'est ne touchez pas à ça, à moins de savoir vraiment ce que vous faites, mais c'est un outil qui est puissant, puis qui est à surveiller pour les prochains mois, les prochaines années, qui va devenir peut-être plus sécuritaire. Sinon, il y en a d'autres aussi, là, parce que je ne voudrais pas que le seul... C'est juste son payant, j'imagine, les autres.
Oui, Ok, oui, c'est ils ça. sont payants, c'est sur des nuages habituellement, mais ils sont beaucoup plus sécuritaires. Ouais, Donc là, on pourrait parler de N8N, qui est avec une interface graphique, on n'a pas besoin de savoir programmer, on va drag and drop Ah, ok. sur des icônes et tout ça, donc qui est beaucoup plus sécuritaire. Et il y en a d'autres aussi. Chaque produit, là, les grands nuages, là, donc si on fait une recherche, là, les Agent ou Agentic AI ou on the cloud ou quelque chose comme ça, ben, vous allez trouver quand même une panoplie. Il y a déjà quand même plusieurs qui commencent à être utilisés dans le domaine. Fait que c'est possible de... On pourrait dire là, l'année des agents, c'est 2026. Là. Ça a commencé un petit peu en 2025, puis 2026, là, ça commence à exploser, là, un peu comme 2022, 2023. C'est les LLM qui ont explosé. Cette année, c'est les agents. Éventuellement, ça sera la robotique et les autres qui s'en viennent, qu'on parlera dans le 3e épisode. Oui. Et donc, c'était quoi la question initiale? La question initiale, c'était comment ça peut être appliqué, comment les gens sur peuvent commencer données. à l'intégrer. Puis là, je venais de juste rajouter pour clore comment ça peut avoir un effet sur les données que j'y fournis. Comment un agent peut être plus utile que juste mon algorithme mais pas mon algorithme, mais mon intelligence artificielle qui roule dans mes données puis qui me sort mes prévisions ou l'agent vient faire quoi comme distinction au niveau de l'importance de la donnée? Ben, en fait, ça dépend de ce qu'on entend par données. Okay? Parce que si on prend les données texte, par exemple, un texte comme tel, ben là, il n'y a que les LLM, les agents qui peuvent traiter avec ça. Donc, traduction, résumé. Mais mettons qu'on parle plus de données. Mettons, je suis dans une mine puis j'ai comme mes tonnes qui sortent. J'ai le gaspillage que j'ai fait, j'ai l'électricité que j'ai consommée, tralali, tralala. Donc, on collecte l'information, on met ça dans, par exemple, un chiffrier Excel ou une base de données. Exactement. Donc là, j'aurais tendance à dire, en tout cas, l'image qui me vient en tête, aller vers des algorithmes un peu plus traditionnels d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle demeure excellent pour ces... donc, c'est pas... on est sur un hype là, d'IA générative, IA agentique, mais l'intelligence artificielle de plus traditionnelle, apprentissage automatique, demeure un outil très puissant. Donc, par exemple, pour les données, je pourrais en parler de deux. Là, ce qui arrive souvent, c'est que dans les entreprises, vous avez des données. Dans certains cas, il en manque pour l'apprentissage automatique. Ils ne sont pas copiés de la même façon. C'est ça. Donc, il existe des algorithmes pour augmenter les données. Okay? Donc, c'est ça, des données augmentées. C'est, dans certains cas, on peut dire, les données que j'ai sont peut-être insuffisantes, on va les augmenter. Là, attention, il y a des cas où c'est contre-éthique de le faire. On ne va pas dire, on a un hôpital, puis on va s'inventer des cas de maladie. Non, bien sûr que non. Par contre, si on a des données un peu dispersées, des lectures dans, de capteurs, de température, dans l'environnement sur un territoire, on pourrait dire, on va faire des interpolations pour multiplier les sources de données, puis dire, on peut pas. Si ici, il faisait 8 degrés, puis ici, il faisait 4, on va aller d'un point entre les deux géographiques, mais on va dire qu'il fait à peu près 6. Et ça, c'est OK de le faire, mais on vient d'augmenter nos données. Même chose avec des images, des photos. Si on a des photos de chiens, des photos de chats, si on fait quelques petites opérations sur les images, par exemple une petite rotation de 20 degrés sur la gauche ou la transposer horizontale, etc., ça reste une photo de chat. On change un peu la couleur, on rajoute un peu de bruit. Tout ça, on vient multiplier le nombre de données qu'on a et c'est OK de le faire dans une certaine limite. Okay. Donc, l'intelligence artificielle peut nous aider à augmenter les données dans une entreprise. Et sinon, aussi, ce qu'on appelle l'imputation des données, c'est que donc, dans toute entreprise, on a des données et il y a des trous dans nos données. Là. Dans certains cas, ça ressemble à un gruyère. C'est pas vrai, un gruyère, il n'y a pas de trous. Fromage suisse. Oui, un emmental, il y a des trous, pas des gruyères. Ma visite à Gruyère m'avait permis d'apprendre ça, d'ailleurs, en Suisse. Et donc, si on a des trous dans nos données, il y a des façons très simples d'imputer ces données-là. On pourrait dire, je vais aller dans la colonne, je vais donner la moyenne, ou je pourrais dire simplement, je m'en viens éliminer la ligne au complet. Mais il y a des façons beaucoup plus performantes d'imputer les données, donc qui sont basées sur l'intelligence artificielle, là, qu'on pourrait avoir une très, très, très bonne approximation. Puis donc là, ça peut nous aider justement à parfaire nos données.
de façon très efficace. OK. Fait que ce que je comprends de ta réponse, c'est en gestion de données, les outils d'intelligence artificielle plus traditionnels étaient déjà très suffisants pour faire du traitement. S'il m'en manque, bien là, le génératif vient compenser, mais l'agent ne va pas apporter une grande valeur ajoutée à ta gestion de données à l'intérieur de l'entreprise. C'est du cas par cas, mais pas nécessairement. Okay. Hein. Il reste que pour la classification de données, en fait, l'intelligence artificielle traditionnelle va adresser des problèmes de classification, de prédiction à l'aide de régression, d'optimisation. Ça demeure... donc, il y a plusieurs algorithmes d'optimisation aussi. Donc, de regroupement de données similaires, qui est une petite nuance que je ne ferai pas aujourd'hui, mais qui est une petite nuance avec la classification. Oui, Jonathan, je sais que tu le sais d'ailleurs. On a publié conjointement sur ce sujet-là. Oui, effectivement. Et donc, avec l'imputation de données, l'augmentation de données, peut-être réduction de dimensionnalité, analyse de l'importance des caractéristiques. Donc, par exemple, si dans votre entreprise, vous avez, je ne sais pas, on s'imagine un chiffrier Excel ou une base de données, une table avec, je ne sais pas moi, 30 colonnes, OK? Mais est-ce que les 30 colonnes, parce qu'il y a un coût à maintenir des données, okay? Peut-être que pour une donnée, là, il y a quelqu'un qui doit aller faire une ronde une fois par mois, aller lire je sais pas moi, de la pression sur des pompes ou des trucs comme ça. Oui. Donc, il y a un coût à entretenir des données. Mais analyser l'importance des caractéristiques ou de nos variables, autrement dit, ça peut être vraiment important. On peut se rendre compte que là, on met beaucoup, beaucoup d'argent sur une donnée qui, finalement, ne veut rien dire. Ça ne veut pas grand-chose. Et qu'à l'inverse, il y a une donnée qu'on pensait qui était presque inutile, mais qui est très, très, très importante. Bien là, on va investir plus de ressources pour maintenir cette donnée-là. Puis, ultimement, on pourrait passer un autre algorithme qui viendrait réduire la dimensionnalité de nos données. Donc, passer de 30 lectures, 30 variables à 25 ou à 20, puis dire, bien, ça fait... On a à peu près les mêmes performances à 98 % par exemple, ce qui est pas mal. Donc, un paquet d'outils. Je crois que pour moi, ça fait le tour du sujet vraiment de l'agent, de l'éthique autour de l'agent. Je pense que tu l'as dit, 2026 va être l'année de l'intelligence artificielle agentique. Puis toutes les cadres vont venir se placer autour au fur et à mesure qu'on va apprendre sur cette nouvelle technologie-là. Il nous reste un épisode à faire avec toi. Puis aux auditeurs, je vous invite vraiment à suivre ce prochain épisode avec nous parce qu'on va aller adresser vraiment... Tu l'as mentionné plusieurs fois, Jean-Sébastien, ça va vite, ça va très vite. Donc, à quoi on peut s'attendre dans le futur de l'intelligence artificielle dans les prochaines années? Tout à fait. Je vous souhaite à la maison une très belle journée. Je vous invite à vous abonner, à partager le contenu, mais aussi à parler aux gens de comment vous interprétez les technologies, comment vous pensez adresser l'intelligence artificielle, pour partager vos obstacles, vos conseils, puis peut-être même vous aider à l'intégrer tranquillement dans votre entreprise. On vous dit une très belle journée et on vous souhaite... On vous dit à bientôt.